Mesdames, Messieurs, bonsoir. Premièrement, je suis honoré d'être là pour la 4e fois. Déjà en 2014, je suis venu pour parler de la question palestinienne et de Gaza. C'était la 2e guerre que subit ce secteur palestinien. Je suis revenu après pour parler de la Syrie. Malheureusement, ce sont des sujets assez tragiques, mais en même temps, il y a toujours des gens et des hommes et des femmes qui luttent là-bas et qui continuent pour marcher la tête haute. Et je vous remercie d'ailleurs de m'accueillir et de m'inviter régulièrement et d'être là, présent et présente. Et je parlerai à la fin peut-être de la solidarité internationale et de ce que vous représentez pour les gens qui savent qu'ils ne sont pas restés invisibles comme certains médias et certains gouvernements souhaitent qu'ils et qu'elles le soient. Alors, je vous propose, parce que je sais qu'une grande partie, peut-être tout le monde, connaît assez bien la situation, donc je ne vais pas revenir sur des détails ou sur des événements qui sont couverts, et on est tous et toutes concernés, on suit cela, mais peut-être proposer 3 ou 4 parties d'une présentation, et après on peut échanger, discuter, et je vous montrerai des cartes et quelques fiches qui peuvent aussi illustrer les propos. Pour la première partie, je vais parler de quelques dates clés, parce qu'il me semble qu'il est important de rappeler tout le temps que l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Évidemment qu'il y a un tournant peut-être à partir du 7 octobre 2023, mais cela fait des décennies que la question palestinienne, certains essayent de l'occulter. L'occupation dure depuis des décennies, la colonisation ne cesse de s'élargir et d'imposer aux Palestiniens des conditions de vie inhumaines. La déshumanisation des Palestiniens et des Palestiniennes n'a pas commencé le 7 octobre, elle est là depuis de longues décennies également. Donc une contextualisation. Pas plutôt des millénaires, excusez-moi. Millénaire, peut-être pas, mais disons un siècle au moins. Depuis, un petit peu plus. Après, pour les quelques dates clés, je parle de ce qui se passe dans la région aujourd'hui et au niveau des relations internationales, pour évoquer la question du droit international et du droit international humanitaire. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui à Gaza, comme l'a dit hier la FIDH, la Fédération internationale des droits humains, pour les droits humains, est-ce qu'on peut parler d'un génocide? Est-ce qu'on est dans un cadre de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre? Donc, parler un peu de cela pour finalement essayer de répondre à cette question que certains posent régulièrement. Sommes-nous en face d'un clivage dans le monde entre ce qu'ils appellent les sociétés du Sud, les sociétés du Nord? Est-ce que c'est vrai que ce clivage-là est tout à fait sans nuance et sans nécessité de le nuancer? Est-ce que, comme certains l'évoquent également, nous sommes face à un conflit entre une civilisation judéo-chrétienne d'un côté et un monde barbare de l'autre? Des récits de ce genre sont très présents dans plusieurs milieux malheureusement, et ils sont souvent diffusés par la propagande israélienne et par ses relais. Donc, essayez un peu de parler de cela avant de discuter après de ce que vous considérez nécessaire. Alors, évidemment, la bande de Gaza, qui fait, juste pour les chiffres, on parle de 363 km². 363 km², où résident aujourd'hui, dans certaines parties de cette bande, 2 200 000 personnes. Donc 2 200 000 personnes dans 363 km², c'est l'une, si ce n'est pas la plus élevée, c'est l'une des densités les plus importantes au monde, démographiquement parlant. Et ça a toujours été une obsession israélienne depuis très longtemps. L'idée de modifier la démographie de Gaza est importante parce que ça modifie pas mal de choses au niveau de la Palestine historique. Donc l'idée de chasser une partie de la population de Gaza a été souvent évoqué par plusieurs responsables israéliens, notamment récemment et avec le gouvernement actuel de droite et d'extrême droite, ça a été souvent le cas. La deuxième chose par rapport à Gaza, c'est qu'on évalue, bien avant le 7 octobre déjà, qu'il y a plus de 60% de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. On parle également d'un accès extrêmement difficile
à ce qui est alimentation correcte et équilibrée. On parle de taux de chômage qui sont très difficiles maintenant à estimer parce qu'une partie des gens de Gaza travaillaient en Israël, les autres parfois essayaient d'aller travailler en Égypte, c'est extrêmement difficile, il faut peut-être revenir plus tard parce que Rafah, le passage est fermé par l'Égypte depuis de longues années et ça contribue également au siège de Gaza. Il y a des problèmes à tous les niveaux et depuis 2007 déjà, ce territoire est sous siège. Maintenant, la volonté de certains médias de faire des raccourcis, de dire oui, mais Israël a quitté depuis 2005, donc ils ne sont plus les Israéliens responsables de la catastrophe humanitaire à Gaza, c'est plutôt le Hamas qui gère, qui est responsable. Dans le droit international, après le retrait israélien en 2005, le retrait militaire, Gaza est resté un territoire occupé, pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas eu de changement de statut, puisque c'était un retrait unilatéral, donc au niveau des Nations Unies, rien n'a changé. La deuxième et la plus importante, c'est qu'Israël a retiré ses troupes, ses forces armées, mais tout l'accès et tout le contrôle de l'accès à Gaza, de Gaza et vers Gaza est resté sous contrôle israélien direct. Il n'y a aucune possibilité pour un ou une Palestinienne de sortir sans l'aval des Israéliens. Et troisièmement, c'est relié à ce contrôle, c'est que l'espace aérien et la mer de Gaza sont restés également sous contrôle israélien. Même les pêcheurs, et la pêche est l'une des sources de vie pour beaucoup de familles à Gaza, il y a une limite que les pêcheurs ne peuvent pas dépasser, sinon on ouvre le feu puisqu'on considère qu'il peut y avoir un attentat ou un risque sécuritaire comme ils prétendent. Donc la question du siège se posait déjà depuis 2007, et le territoire est resté occupé. Comment Hamas a pris le contrôle de ce territoire? Pourquoi? Qui est Hamas? Est-ce que Hamas c'est Daesh? Ce genre de questions. Juste quelques rappels ou quelques faits historiques, et on peut après évaluer, si vous voulez, la culture politique du Hamas, les pratiques du Hamas, mais il me semble important, et ça c'est un autre niveau de la discussion, important de rappeler que Hamas n'est pas né il y a des décennies. Hamas est né 20 ans après l'occupation israélienne de la bande de Gaza. Les Israéliens ont envahi Gaza en 1956 la première fois, durant la guerre franco-britanno-israélienne contre Nasser, suite à sa nationalisation du canal de Suez. Puis ils sont retirés, et puis ils ont envahi de nouveau le territoire de Gaza en 1967. Durant la guerre des 6 jours, et à ce moment-là, il y a très peu des membres du Hamas qui étaient nés. Il y avait par contre la confrérie des frères musulmans. Les frères musulmans étaient à Gaza. Leur priorité n'était pas la lutte contre l'occupation israélienne. Il y a eu un long moment où la priorité des frères gazaouis était ce qu'ils appelaient la réislamisation de la société ou la défense des valeurs musulmanes face à l'hégémonie de plus en plus occidentale, israélienne, etc. Donc ils étaient dans une autre logique et avec d'autres terminologies. Mais avec la première intifada de 1987, quand les Palestiniens dans les territoires occupés en 67, c'est-à-dire en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza, et je rappelle qu'il y a une résolution onusienne très claire, qui est la résolution 242 de 1967, qui qualifie ces territoires de territoires occupés. Donc quand il y a eu l'intifada ou le soulèvement populaire pacifique en 1987 contre l'occupation israélienne, c'est là où les frères musulmans ont décidé de considérer la lutte contre l'occupation comme l'une de leurs priorités. Et Hamas est né, dirigé par un ancien prisonnier politique qui va se faire emprisonner de nouveau, le cheikh Ahmad Yassine, qui était handicapé et qui a été assassiné par Israël en 2004. Donc Hamas est né 20 ans après l'occupation, et dès le début, il y avait clairement une rivalité entre le Hamas et l'OLP de Yasser Arafat, organisation, même si certains de ses membres, ou une grande partie de ses membres sont pieux, mais elle reste une organisation
nationale, laïque, palestinienne, avec le Fatah comme sa colonne vertébrale. Le Fatah, c'est le mouvement de Yasser Arafat, qui est un mouvement extrêmement élastique politiquement parlant, idéologiquement parlant, où il y a la gauche du Fatah, il y a des notables, il y a des pieux, il y a des combattants, des jeunes, des camps de réfugiés au Liban, en Syrie, en Jordanie, des gens de l'intérieur. Donc il y a le Fatah et il y a ses alliés, le Front populaire pour la libération de la Palestine et le Front démocratique, tous les deux qui naviguent entre le nationalisme arabe et le marxisme-léninisme. Mais il y a également d'autres formations qui étaient plutôt dans une logique d'un nationalisme palestinien faisant partie d'un nationalisme arabe. Donc l'OLP était un mouvement laïque et la rivalité entre le Hamas et l'OLP va se poursuivre, surtout après le processus de paix de 1991 qui va mener aux accords d'Oslo. Et c'est les accords d'Oslo en 1994, ils ont été signés en 1993, mais en 1994, c'est le retour de Yasser Arafat et de la direction de l'OLP pour s'installer à Gaza comme en une partie de la Cisjordanie, et non pas dans toute la Cisjordanie, ni à Jérusalem-Est. Et là, on a un véritable problème qui se pose dès 1994 et qui est relié aux accords d'Oslo. Bien que ces accords avaient mis de côté 4 questions centrales par rapport au droit palestinien, malgré cela, la droite israélienne les avait dès le début rejetées, et le même Benjamin Netanyahu, avec un monsieur Ariel Sharon, qui était un des hommes politiques les plus connus, en plus celui qui a dirigé l'invasion du Liban en 1982, ces deux-là avaient déjà dit qu'ils s'opposaient à Oslo et que Oslo est une trahison, et ils avaient attaqué Yitzhak Rabin, le Premier ministre qui avait signé avec Arafat Oslo. Bien que Oslo avait mis de côté 4 questions qui sont toujours aujourd'hui d'actualité. La première question, le statut de Jérusalem. Les Palestiniens considèrent que Jérusalem-Est doit être leur capitale, ça c'est le droit international, la résolution onusienne de 4.2, qu'il faut donc accepter un partage ou une division de la ville. Les Israéliens avaient dit catégoriquement non, ils ont annexé Jérusalem-Est et ils avaient déjà commencé à construire dès 67, notamment dès 68, des colonies pour essayer de modifier la démographie de la vieille ville et de l'entourer de colonies pour la séparer aussi de la Cisjordanie, de la continuité territoriale et démographique palestinienne. Donc, on a mis de côté Jérusalem en disant, plus tard, on va revenir pour discuter de Jérusalem. La deuxième chose, c'était le sort des réfugiés palestiniens. Vous savez, quand Israël a été créé, en 1948, il y a eu la guerre, ce que les Palestiniens appellent la Nakba. 750 000 Palestiniens ont été chassés de leurs terres. Ce n'est pas vrai qu'ils ont pris la fuite juste par peur ou parce que les régimes arabes les ont appelés à quitter et qu'on va vous réinstaller plus tard. Ça a été pendant très longtemps une propagande qui s'est même imposée. Mais on sait aujourd'hui, à partir des archives israéliens, à partir du travail d'historiens israéliens, mais aussi palestiniens, comme Rachid Khaldi et comme d'autres, Walid Khaldi, qu'il y avait un plan qui s'appelle le plan Dalet, et qui cherchait, le plan D ou le plan Dalet, qui cherchait à pousser le maximum de Palestiniens hors ce qui va devenir l'État d'Israël. Donc ces 750 000 Palestiniens qui ont été chassés vont s'installer en partie à Gaza, d'où aujourd'hui on a plus de 60, certains disent 70% de la population gazaoui est déjà réfugiée ou elle a été expulsée des territoires de 48. Certains se sont installés à Gaza, d'autres en Cisjordanie, évidemment d'autres au Liban, en Syrie et en Jordanie. Donc le droit qui est également stipulé dans la résolution onusienne de 1949, la résolution 194, évoque le droit de retour et ou de compensation, puisque ces Palestiniens-là, leurs biens ont été saisis par l'État d'Israël. Il y a eu une loi votée en Israël, c'est la loi de ce qu'on appelle les absents. Donc les absents, les Palestiniens qui ont été chassés, l'État confisque leurs biens et il les répartit. Ceux qui vont arriver plus tard d'Europe ou de certains pays arabes s'y installent. Donc le droit international est clair aussi, il y a un droit de retour aux Palestiniens qui est un droit individuel et qui est un droit préservé d'une génération à l'autre. Il ne finit pas si jamais ceux qui ont été chassés sont morts.
leurs enfants sont considérés également dans ce même cas de droit de retour. Israël avait dit catégoriquement, encore une fois, non. Et donc les Américains avaient proposé, on laisse ça de côté pour une prochaine fois. Pour une prochaine, disons, quand on construit, comme ils disent, plus de confiance entre les deux parties, on essaye d'évoquer les sujets plus difficiles. Troisième question qui n'a pas été non plus résolue à Oslo, c'est la question qui est aujourd'hui le cancer du problème, les colonies. Que fait-on avec les colons israéliens? Ils étaient autour de 150 000 dans le temps, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Ils sont aujourd'hui plus de 700 000. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les colons? Les Palestiniens disent on ne peut pas garder les colonies dans un territoire qui doit être un État palestinien. Les Israéliens disent oui, mais il y a des colonies légales, bien que, encore une fois, dans le droit international, un territoire occupé, la puissance de l'occupation n'a ni le droit de modifier sa démographie, ni le droit d'importer une population et l'imposer sur ce territoire, sauf que ça a été fait, et aujourd'hui, comme vous le savez, on parle de 450 à 470 000 colons en Cisjordanie et plus de 250 000 colons à Jérusalem-Est et autour de Jérusalem-Est, dans les grandes colonies qui la séparent de la Cisjordanie. Donc on a dit, mais ces colonies-là, on ne va pas les retirer, c'est une partie, c'est la terre promise. Jusqu'à maintenant, il y a des gens, y compris en France, qui ne parlent même pas de Cisjordanie, mais de Yehuda et Samra. Donc, dans l'idée de l'installation de ces colonies-là, non seulement on ne va pas les démanteler, mais en plus, il y a une armée et il y a des policiers pour les protéger. Et en plus, une grande partie d'entre eux, ils sont armés pour des considérations, encore une fois, sécuritaires. Donc, cette question n'a pas été résolue. Et quatrièmement, qui se pose encore une fois aujourd'hui, tout le contrôle des frontières qui doivent mener vers les territoires palestiniens, Israël dit que ces territoires-là, ces frontières-là, que ce soit avec l'Égypte, du côté de Gaza, avec la Jordanie, du côté de la Cisjordanie, doivent rester sous contrôle israélien. Encore une fois, ils évoquent les questions sécuritaires. Donc, c'est un territoire qui ne peut pas avoir accès à ses voisins, qui est contrôlé au niveau de l'accès par l'armée israélienne. Et je vais vous montrer la carte de ce qu'on a appelé zone A, B, C, puisque les Israéliens, en plus, évoquent la nécessité d'avoir des réserves naturelles du côté du Jourdain, où les Palestiniens n'ont pas le droit ni d'habiter, ni même de circuler. Puisque tout cela, avec le temps, il va y avoir la construction, non seulement du mur de séparation, comme on l'appelle, parce que ce mur-là n'a pas été mis sur la ligne verte ou sur les territoires, la frontière des territoires avant-après 67. Il a grignoté une bonne partie de la Cisjordanie, il passe parfois dans les villages, il sépare les villages de leurs terres agricoles, il sépare des villages de leurs maternités, de leurs écoles, et il rend la vie des Palestiniens extrêmement difficile tout au long de son passage. En plus de cela, et c'est ce qui va mener plusieurs organisations, y compris une organisation israélienne, B'Tselem, à évoquer le système ou le régime d'apartheid en Cisjordanie. Tout cela se fait avec des autoroutes en Cisjordanie qui sont exclusivement pour les colons et pour l'armée israélienne. C'est-à-dire, en tant que Palestiniens, ils n'ont pas le droit de circuler sur tout le réseau d'autoroutes qui est imposé dans un territoire occupé. Il est exclusivement pour les colons. Ce qui fait que ces 4 questions de Oslo, le point de vue de l'OLP, c'était on doit prendre l'offre, essayer de construire une autorité palestinienne, s'imposer sur le terrain, et on va négocier après. Sauf que, entre-temps, juste 2 ans après la signature d'Oslo, Yitzhak Rabin a été assassiné, et après Rabin, il va y avoir des élections qui vont mener à partir de 1996 à la montée de la droite israélienne en puissance, puisque c'est Netanyahou lui-même qui va gagner les élections. Et il faut aussi dire qu'en même temps, du côté de Hamas et du côté de certains groupes palestiniens qui voyaient que Oslo ne mène pas à leurs yeux à une indépendance nationale, il va y avoir des attaques et des opérations, ce qui va rendre la situation de plus en plus explosive. Et on passe de gouvernement de droite à un autre, avec une parenthèse travailliste, celle de Ehud Barak, 99-2000, sauf qu'en 2000, et même sous Barak qui est travailliste, la colonisation se poursuit,
et il commence à évoquer la croissance démographique des colonies. On n'est pas en train d'inviter d'autres colons à venir, c'est juste, ce sont des familles, il y avait 2 enfants, ils sont maintenant 5, donc le chiffre explose, et ça rend la question encore plus pénible à gérer et plus difficile. Il perd les élections en 2000, et celui qui va provoquer la deuxième intifada, c'est-à-dire Ariel Sharon, qui va aller sur la mosquée de l'Aqsa avec des soldats israéliens, on passe à une autre configuration où, de nouveau, il est clair que du côté israélien, avec le gouvernement Sharon qui va s'installer, et puis avec tous les gouvernements qui vont suivre, il n'y a aucune volonté de céder aux Palestiniens une partie de leurs droits, c'est-à-dire le territoire occupé, la fin de la colonisation, le droit de retour, et de trouver une solution à la question de Jérusalem-Est. Il y a eu même une proposition américaine qui était assez, pour l'anecdote, assez surréaliste, c'est que autour de 2000, les Américains ont proposé que la souveraineté à Jérusalem-Est, au-dessus de la terre, soit palestinienne, et en dessous, israélienne. Oui, et en plus, ils ont dit oui, comme ça, pour les fouilles archéologiques, les Israéliens continuent à chercher le premier temple, donc on partage. Et même cela, les Israéliens n'ont pas accepté. Et évidemment, Arafat aussi ne l'avait pas accepté en disant que si les fouilles, ça ne va jamais finir, cette affaire. Donc, il n'y a pas une volonté de la communauté internationale de faire respecter le droit international, les résolutions onusiennes, et on a continué à évoquer l'autorité palestinienne et jamais l'idée d'un État palestinien. D'ailleurs, il n'y a aucun homme politique israélien, y compris Yitzhak Rabin, qui ont clairement accepté l'idée qu'un État palestinien soit établi et construit sur les territoires occupés de 1967, c'est-à-dire sur 22% de la Palestine historique. Et l'argument qui a toujours été utilisé, et jusqu'à maintenant on l'utilise, ah mais en 1947, quand il y a eu le plan de partage, vous les Palestiniens, vous les Arabes, vous n'avez pas accepté. Alors il faut rappeler qu'en 1947, premièrement les Nations Unies, ce n'étaient pas les Nations Unies d'aujourd'hui. Il y avait une cinquantaine, 55 je pense, ou 53 États, en majorité des États coloniaux, que ce soit européens, américains ou autres. Il y avait l'Union soviétique et le bloc de l'Est qui ont tous voté pour la création d'Israël et pour le plan de partage. La majorité des pays africains, asiatiques n'étaient pas indépendants. Donc déjà, il y a un problème de légitimité sur qui décide de ce qui va passer dans une terre où il y a une population indigène, on peut l'appeler ce qu'on veut, une population qui vit là-bas depuis des siècles. Donc déjà, il y a un malaise à ce niveau. Et en plus, dans les mentalités politiques du temps, il est extrêmement difficile pour un Palestinien d'accepter qu'on prend une partie de sa terre et on la cède à des migrants européens qui ne sont pas tous et toutes victimes de l'Holocauste, parce que, comme vous le savez, ça a commencé bien avant, à la fin du 19e siècle, avec la montée du sionisme, et avec 1917, la déclaration de Balfour, qui est une déclaration britannique, où l'Empire britannique, ou la puissance coloniale britannique qui s'impose dans la région après la défaite de l'Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale, c'est le Lord Balfour qui promet aux sionistes qu'un État, un foyer national juif va être créé en Palestine avec la protection britannique. Donc déjà, il y a un problème de fait colonial dans l'histoire qui va mener à la partition. Mais même après, considérant que le temps passe et il y a une réalité qui s'impose sur le terrain, il y a un État qui est reconnu par les Nations Unies, qui est l'État israélien, qui est puissant, qui a une économie extrêmement puissante. 20% de sa population est palestinienne par ailleurs, des Palestiniens qui sont devenus citoyens d'Israël, et que les Israéliens toujours appellent les Arabes d'Israël. Utiliser le terme arabe et également une volonté politique. On n'utilise pas le mot palestinien pour ne pas reconnaître la légitimité de l'entité palestinienne et de l'appartenance à une terre qui s'appelle la Palestine. Donc les Arabes et les Israéliens ont répété à maintes reprises, puisque ce sont des Arabes, qu'ils partent dans le monde arabe. Il y a plusieurs pays arabes, donc pourquoi ils veulent rester là? D'où l'importance était à Oslo, pour Arafat, d'avoir le mot autorité palestinienne, même dans une phase de transition avant
peut-être de construire l'État. Ça n'a pas marché ainsi, comme vous le savez. Donc, la rivalité entre le Hamas et l'OLP se poursuit. Et la mort de Arafat en 2003 ou 2004, puis l'assassinat de Ahmad Yassine, le chef du Hamas, même Arafat, sa mort, il y a pas mal de zones d'ombre là-dessus. Il a été pendant 2 ans assiégé dans la Muqata'a ou là dans son siège où il était à Ramallah. La mort de ces 2 chefs historiques ou figures historiques, avec les rivalités, avec des calculs de part et d'autre, mène à un affrontement, une confrontation entre le Hamas et l'autorité palestinienne à Gaza et mène au contrôle par la force du Hamas de Gaza. En même temps, l'autorité palestinienne reste dans une partie de la Cisjordanie avec Mahmoud Abbas. Il va y avoir quelques tentatives de relancer les négociations dans les années 2000, puis sous Obama au début. Et entre-temps, le monde avait changé suite aux attentats terribles du 11 septembre et ce qu'on a appelé la guerre contre le terrorisme et cette volonté israélienne d'apparaître comme des partenaires dans une guerre contre le terrorisme, allant jusqu'à qualifier Arafat d'être un autre Ben Laden. Tout cela a eu lieu et le processus de paix qui déjà agonisait va finalement être enterré sous les colonies qui n'ont pas cessé de s'élargir et de confisquer plus de terres palestiniennes par des colons qui devenaient de plus en plus agressifs. Ils sont armés, ils font des descentes, ils attaquent des villages, ils confisquent des terres, ils détruisent des oliviers, ils volent l'eau pour remplir des piscines, bien que dans des villages palestiniens, il y a un véritable problème d'irrigation et d'accès à l'eau potable. Donc les situations sur le terrain devenaient de plus en plus difficiles, et cela donnait des arguments au Hamas et à des groupes palestiniens opposés au processus de paix qui est de toute façon mort, pour dire que voilà le résultat, il ne faut que la résistance, y compris la résistance armée, d'autant plus qu'en 2005, après le retrait militaire israélien, on a imposé le siège à partir de 2007 et la bande de Gaza est devenue, comme tous les rapports des organisations des droits humains la nomment, une prison à ciel ouvert. Une prison à ciel ouvert, puisqu'il y a 2 millions de personnes qui ne peuvent pas sortir, on ne peut pas rentrer, il n'y a pas de possibilité de créer du travail, donc le marché de travail est tellement réduit. On compte sur l'aide de la diaspora palestinienne, sur les organisations internationales des droits humains, sur certains budgets qui viennent de certains pays arabes. On crée de l'emploi, mais très limité. Ce qui reste de l'administration palestinienne de l'autorité devient sous le contrôle du gouvernement du Hamas. Et depuis 2007, la bande de Gaza va subir une série de guerres qui à chaque fois va la dévaster encore plus. Première guerre, décembre 2008 jusqu'à janvier ou février 2009. Il y a plus de 1000 morts civils palestiniens durant cette guerre, des bombardements massifs, des destructions, et après, aucun processus politique, aucune solution, aucune levée du siège. On reprend en 2012 une deuxième guerre avec des centaines de victimes civiles. Puis une troisième guerre extrêmement meurtrière en 2014, où il va y avoir également des centaines de civils palestiniens tués, avec des destructions cette fois encore plus importantes et avec un usage, comme l'avait dit un juge sud-africain qui avait enquêté sur l'usage du phosphore blanc, ça a été utilisé et il avait des preuves. Sauf qu'après, vu les pressions, le rapport a été retiré. 2018, Hamas et des formations palestiniennes organisent ce qu'on a appelé les marches du retour. Des marches de retour pacifiques, c'est-à-dire des gens qui marchent vers la frontière, vers ce qui donne accès au territoire reconnu comme territoire israélien, en disant qu'on veut rentrer chez nous. Évidemment, c'était un coup politique et symbolique du Hamas pour montrer sa capacité de mobiliser, mais ça restait un mouvement pacifique. La réponse israélienne pendant plus d'1 an, c'était de tirer sur les manifestants, et encore une fois, il y a plus de 200 qui ont été tués, sans qu'il y ait les condamnations nécessaires, les sanctions qui peuvent être prises dans des cas pareils, donc des violations du droit international en général,
spécifiquement s'agissant du droit international humanitaire, c'est-à-dire des conventions de Genève, elles ont été violées à maintes reprises et le résultat, encore une fois, rien. 2021, une quatrième guerre avec des incursions et des bombardements massifs sur l'infrastructure à Gaza qui rend la vie encore plus difficile et rien ne se passe. Déjà, les États-Unis, le Canada, l'Australie et l'Union européenne ont qualifié le Hamas d'organisation terroriste. Il y a eu un moment de flottement, si on peut utiliser ce terme. On considère la branche militaire terroriste, mais pas la branche politique. Donc on essaye de préserver un pont avec la branche politique pour négocier. Non, ça a été catégorique de considérer le Hamas comme organisation terroriste. Sauf que contrairement à ce qui est dit aussi dans les médias, malheureusement, ce ne sont pas les Nations Unies qui ont qualifié le Hamas de terroriste. Les Nations Unies ont 3 organisations qui sont qualifiées de terroristes. C'est Daesh, ou l'État islamique, Al-Qaïda, dans toutes ses versions et dans tous les territoires où elle s'active, et les Shabab de la Somalie. C'est un groupe qui agit là-bas. Hamas est considéré par les États-Unis et l'Union européenne et leurs alliés comme une organisation terroriste, et le Paraguay. C'est tout. Je ne dis pas ça pour défendre le Hamas, ce n'est pas du tout l'objectif, mais de toute façon, le terme terroriste n'existe pas dans le droit international. C'est une description politique. Dans le droit international, notamment humanitaire, ou s'agissant des conventions pour lutter contre les crimes contre l'humanité ou les génocides, on parle de violation, on parle de crimes. Qualifier un groupe ou un État ou une entité de terroriste, c'est une qualification politique. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas consensuelle. Les Palestiniens et beaucoup de gens aussi qualifient l'État d'Israël comme État terroriste. Ça ne veut pas dire que les Nations Unies vont adopter cela, évidemment pas. Donc, on a une terminologie politique qui s'est imposée et on oublie l'accumulation des guerres, du siège, des malheurs palestiniens, et tous les observateurs, y compris israéliens, s'attendaient après 2021 à ce que ça explose. On ne peut pas garder, comme l'avait dit le journaliste israélien Gedeon Levy, qui écrit dans Haaretz, il avait dit on ne peut pas mettre les gens dans ce qui ressemble à une cocotte minute et ne pas s'attendre à une explosion. L'explosion est venue le 7 octobre, dans un contexte également, il faut très bien le rappeler, où les États-Unis, durant l'ère de Donald Trump, avaient conclu ce qu'on a appelé les accords d'Abraham, c'est-à-dire des accords de paix entre les Émirats arabes unis et Israël, entre le Bahreïn et Israël, entre le Maroc et Israël, et entre le Soudan et Israël. Pour les Bahreïnis et les Émiriens, l'idée c'était vous nous protégez face aux dangers iraniens, et en échange on signe une paix avec Israël. Pour les Marocains, Trump a reconnu la souveraineté marocaine au niveau du Sahara occidental, qui est considéré par le droit international un territoire disputé, et en échange, le Maroc signe un accord avec Israël. Pour le Soudan, alors là, l'anecdote, elle devient presque scandaleuse, puisque le président, à ce moment-là, c'était Omar el-Bashir, accusé de crimes contre l'humanité au Darfour, et le Soudan était sous sanctions. Donc, en échange, les Américains retirent les sanctions et ils signent avec Israël. Donc, comme si, en signant avec Israël, on achète une certaine crédibilité, bien qu'on est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et tout cela voulait dire que, et c'était ça le point de vue américain dans le temps, et qui va malheureusement se poursuivre après, on peut occulter les Palestiniens, on oublie la question palestinienne, on oublie l'occupation, on oublie la colonisation, on oublie le système d'apartheid où il y a à la fois une séparation territoriale avec des confiscations d'autoroutes et de terres, avec un système légal, juridique qui est différent pour les colons et pour les Palestiniens, les habitants de leur terre. On oublie tout cela et on considère qu'une paix régionale, surtout quand l'Arabie saoudite a commencé à normaliser, une paix régionale va imposer une stabilité avec une aide économique, on en finit avec la question palestinienne. Sauf que le 7 octobre, avec toute l'accumulation historique et de souffrances et de problèmes qui n'ont jamais été bien adressés et réglés, montre aussi qu'on ne peut pas occulter les Palestiniens. Et même si une grande partie des pays arabes signent avec Israël, ça ne va rien changer par rapport au droit palestinien de créer un État, d'être indépendant, d'être libre,
et d'en finir avec les questions qui empoisonnent leur vie quotidienne, leur vécu, leur histoire contemporaine et qui préparent un avenir différent. Ça n'a pas été possible, mais on l'a aujourd'hui en face de nous. Ça va être extrêmement difficile, malgré toutes les campagnes qu'on entend et malgré toute la propagande, de considérer qu'après cette guerre-là, quand un jour le bombardement israélien va s'arrêter, on va juste tourner une page et continuer comme si rien n'était. Il va y avoir probablement des initiatives. Certains commencent aujourd'hui à tester des plans A, B, C. Qu'est-ce qu'on fait dans le nord de Gaza, qui est complètement dévasté, détruit, où la population a été déplacée vers le sud du secteur. Donc plus de 1,5 million ont été déplacés du nord et du centre vers le sud. Imaginez la concentration maintenant démographique de près de 2 millions de personnes sur la moitié seulement, ou moins de la moitié des 360 km² de Gaza, avec 55 hôpitaux bombardés, avec des ambulances bombardées, avec des écoles, plus de 110 personnes qui sont du personnel, du staff des Nations Unies, que ce soit au niveau de l'UNRWA ou de l'Organisation mondiale de la santé, qui ont été tués, avec 86 journalistes qui ont été tués. Certains avaient reçu des SMS de la part de l'armée israélienne les menaçant s'ils continuent à couvrir, et leurs maisons ont été ciblées après. Donc il y a aujourd'hui une situation qui nécessite d'un côté une urgence qui est le cessez-le-feu, ce que jusqu'à maintenant un seul État arrive avec son droit de veto de ne pas le faire respecter, les États-Unis. Et je rappelle que c'est le 54e veto qu'utilise Washington pour protéger ou soutenir Israël. 54 fois. Et d'ailleurs, parmi les 5 membres permanents qui ont le droit de veto, il y en a 3 qui n'ont jamais signé le traité de Rome, ou disons qui n'ont jamais adhéré à la Cour pénale internationale. Les États-Unis d'Amérique, la Russie et la Chine. 3 qui ont le droit de veto par rapport au droit international. Déjà, ça montre un peu, ça donne une idée de la gouvernance mondiale. Les États-Unis, 54 fois pour Israël, la Russie, 14 fois en 10 ans pour protéger le régime syrien de Bachar al-Assad, et même aujourd'hui, si on veut condamner n'importe quel allié de ces puissances, de ces 3 puissances, ou si ces 3 puissances sont impliquées dans des crimes, et elles le sont, on ne peut pas les condamner, puisqu'il y a le droit de veto. Donc, il y a un véritable problème s'agissant de l'impunité des puissants, et quand il y a une impunité, il y a une arrogance, et quand il y a une arrogance, on peut continuer à commettre des crimes sans avoir très peur des conséquences. Cela est un véritable problème dans la région, dans le Moyen-Orient, mais même au niveau des relations internationales, que ce soit par rapport à certains pays arabes, que ce soit par rapport à la Syrie, évidemment par rapport à la question palestinienne, au Yémen et ailleurs. Il y a cette question de l'impunité de ceux qui commettent des crimes, puisqu'ils sont protégés par des puissances qui n'ont aucun intérêt à ce que le droit international soit véritablement respecté. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix, notamment dans le monde anglophone. Malheureusement, la France, je ne sais pas ce qui se passe depuis le 7 octobre, le pays des droits humains ferme un œil ou 2 yeux, disons, par rapport au droit international humanitaire, mais il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent dans le monde au niveau des juristes, au niveau des organisations des droits humains, qui n'évoquent pas seulement des crimes de guerre. Les crimes de guerre, ce sont les violations des conventions de Genève qui s'appliquent durant les conflits armés, c'est-à-dire cibler d'une manière intentionnelle les civils, les structures civiles, les hôpitaux, le siège. Donc ça, on le voit chaque jour. Il y a des centaines de preuves sur les crimes de guerre. Il y a également les crimes contre l'humanité. L'apartheid en fait partie. La colonisation et la modification ou le nettoyage ethnique de certaines localités en Cisjordanie en sont des preuves. Mais il y a même maintenant des organisations qui évoquent le génocide comme étant un cas auquel on assiste à Gaza pour maintes raisons. Alors, il y a à la fois une volonté délibérée de détruire un groupe ou une partie d'un groupe pour des raisons qui sont reliées à l'identité de ce groupe. Donc, le génocide, ce n'est pas de tuer tous les Palestiniens, mais c'est de tuer le maximum de Palestiniens possible parce qu'ils sont Palestiniens, parce qu'ils sont Gazaouis, parce qu'ils sont de cette terre.
Et si vous avez lu le rapport qu'un journal israélien en ligne, plus 972 Magazine, a publié, et qui explique comment ils utilisent l'intelligence artificielle pour générer, pour leur donner des cibles où il peut y avoir plus de victimes quand ils bombardent. Donc il y a une documentation qui montre la volonté de tuer ou de causer des problèmes dans la définition du génocide psychologique, mental, d'humiliation d'un groupe en tant que groupe particulier. Et puis il y a l'intention du génocide, c'est-à-dire la volonté claire de vouloir tuer le maximum de gens appartenant à une communauté précise. Et ça, on l'a vu par la déclaration du ministre israélien de la Défense qui a parlé de human animals, des animaux humains. On l'a vu dans les déclarations, y compris récemment d'une députée qui appartient au parti du gouvernement, qui parle de la nécessité de transformer Gaza en un grand terrain de football. On l'a vu dans les déclarations de Ben Gvir, qui appartient à un parti suprémaciste et qui est le descendant du même mouvement de celui qui a tué Rabin, les kahanistes et leurs familles politiques fascisantes. Ben Gvir qui distribue des armes et qui dit aussi qu'il faut déplacer les Palestiniens à l'extérieur de Gaza. De Smotrich, qui est un autre ministre, celui des Finances, et qui évoque également les Palestiniens en tant qu'animaux, qui ne méritent pas la vie. Il y a eu des déclarations de plusieurs officiers, y compris des porte-paroles de l'armée israélienne, qui parlent de Gaza comme un espace où il n'y a pas de civils. Ce sont soit des gens du Hamas, soit des sympathisants du Hamas. Donc, dans un sens, ils méritent tous d'être bombardés. Donc, plusieurs démonstrations de cette intention que l'historien israélien de l'Holocauste, qui est l'une des références, Segal, a qualifié d'un cas d'étude de génocide, en plus de Greg Mukhayber, qui était le commissaire des droits humains, ou un des responsables des commissions des droits humains aux Nations Unies, qui a démissionné en disant qu'il y a un génocide qu'il faut arrêter. 9 officiels des Nations Unies ont signé un papier pareil, et l'ancien procureur de la Cour pénale internationale a évoqué la même question. Et récemment, hier, comme j'ai dit, ou avant-hier, la Fédération internationale des droits humains a parlé d'un cas de génocide à Gaza. Donc tout cela doit mener, avec le travail des juristes et surtout avec le travail des sociétés civiles, à imposer un jour peut-être, espérons qu'il ne sera pas très loin, à imposer pas des sanctions, mais au moins des enquêtes. Des enquêtes, y compris pour le 7 octobre, y compris pour l'attaque du 7 octobre, qui a visé des soldats, mais aussi des civils israéliens. S'il y a toutes les atrocités qui sont décrites et une prise d'otage de personnes civiles, de femmes et d'enfants, qui est un crime de guerre, il faut des enquêtes montrant toutes les violations de tous les acteurs dans ce conflit. Donc il est très important que les enquêtes soient soutenues par des opinions publiques, par des sociétés civiles, par des juristes, afin de faire la différence au niveau des gouvernements qui ne veulent pas pour le moment d'enquête, qui se contentent d'appeler à un cessez-le-feu mais sans prendre des décisions comme des sanctions par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi on doit traiter Israël malgré toutes ces guerres et toute cette histoire comme une exception dans le droit international? On peut expliquer bien sûr pourquoi, mais sans accepter toute justification. Mais il faut qu'il y ait au moins une volonté de changer cela, de faire pression pour que ça change. Je sais qu'au niveau de la nouvelle génération, des nouvelles générations, il y a un début de changement très important, ce qui inquiète d'ailleurs beaucoup de gouvernements qui font de plus en plus de pression, y compris dans les pays démocratiques, pour la censure et l'autocensure. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut évoquer. Et je finis là-dessus. On oublie aussi, et je veux et j'essaie toujours de le rappeler, dans le droit international humanitaire, si un État d'occupation transfère des personnes arrêtées vers son territoire, c'est un crime de guerre. Et il y a aujourd'hui des centaines de Palestiniens qui sont arrêtés en Cisjordanie
et qui sont transférés et jugés en Israël et qui peuvent avoir des peines allant jusqu'à la perpétuité. En plus, un prisonnier de guerre par définition, c'est-à-dire un combattant qui a été emprisonné durant un combat, une opération militaire, des échanges de tirs, guérilla, etc., c'est un prisonnier de guerre. On n'a pas le droit de le juger, sauf s'il a commis des crimes contre des civils. Or, tous les prisonniers de guerre palestiniens sont jugés, ou la majorité, sont jugés et prennent des peines qui sont, dans le droit international, des violations. Et j'ajouterai qu'il y a ce qu'on appelle la détention administrative, qu'Israël a hérité d'un système britannique qui existait dans les colonies, c'est-à-dire on arrête des gens parce qu'ils peuvent être des dangers, et on les oublie. Il n'y a pas ni des accusations claires, ni on les amène devant les tribunaux. Et sur les 6807 Palestiniens arrêtés aujourd'hui, notamment qui sont dans le territoire israélien, il y en a 2000 qui ne sont pas des personnes condamnées ou jugées. Même si, encore une fois, on n'a pas le droit de juger des prisonniers et on n'a pas le droit de transférer des personnes. Mais même avec ça, il y a 2000 personnes, 2070 selon un rapport des droits humains israéliens qui se base sur les chiffres du ministère de la Justice et de la gestion des prisons, 2070 qui sont en détention administrative. Ni on sait pourquoi. Et la détention administrative, on peut la renouveler indéfiniment. Ce n'est pas 2 fois ou 3 fois comme dans certains pays. Non. Donc ils sont là-bas depuis des années. Et quand il y a eu l'échange, et encore une fois, prendre des otages civils est un crime de guerre. Donc le Hamas a pris des otages civils le 7 octobre 2023. Il n'y a pas de doute là-dessus. On les a vus, tous et toutes. Il ne faut pas jamais être aussi dans la négation ou la justification de cela. Mais quand il y a eu un échange, et ça c'est un autre problème, il n'y a pas de Palestiniens qui sont libérés sans échange dans l'histoire qu'on connaît. Même quand il y a eu les invasions du Liban en 82 et avant cela en 78, toujours pour libérer des gens, il fallait soit des prisonniers militaires, donc des soldats israéliens, soit parfois des corps de soldats israéliens, soit, comme il a été le cas au niveau du 7 octobre, des otages civils israéliens. Mais il n'y a pas de Palestiniens qui sont libérés sans ce genre d'échange, et c'est malheureux, c'est triste, et l'espace carcéral ou la question carcérale est centrale dans la société palestinienne, parce qu'il y a très peu de familles qui n'ont pas connu la prison, que ce soit celle d'un oncle, d'un frère, d'un cousin, d'un neveu, puisqu'on les arrête d'une manière arbitraire, et ils peuvent être détenus pendant très longtemps. Et quand il y a eu les échanges, et cela évidemment c'est un moment de joie pour toutes les familles concernées, israéliennes ou palestiniennes, la terminologie qu'on a utilisée était encore une fois une contribution à montrer que les deux ne sont pas égaux. Donc on parlait d'enfants israéliens et on parlait juste de mineurs palestiniens. Ben, c'est des enfants aussi qui étaient arrêtés, bien qu'ils étaient des enfants. Et ils sont accusés souvent de lancer un caillou sur un jeep militaire qui passe ou sur des colons qui leur tirent dessus. Donc il y a au niveau de la terminologie, et pas seulement au niveau des violations, un véritable problème, un logiciel qui ne marche pas très bien. On ne regarde pas les Palestiniens comme des égaux. Il y a cette déshumanisation qui devient parfois inconsciente, en ne voyant pas exactement la même souffrance quand il y a des victimes, ou les mêmes droits quand il s'agit de droits. Et je pense qu'une partie importante et centrale de la lutte du peuple palestinien, qui a été menée depuis très longtemps et qui a pendant un moment presque réussi et qui va réussir, c'est celle de remettre au centre de l'équation la question de la présence palestinienne sur cette terre, égale à toute autre présence. Ils ne sont pas en dessous, ils ne sont pas inférieurs et ils ne doivent jamais l'accepter et l'être, et ils ne l'acceptent pas vu la lutte qui se poursuit depuis des décennies. Mais il me semble que notre rôle et notre devoir vis-à-vis de cette lutte, comme toute autre lutte juste pour la liberté et pour la dignité humaine, c'est de refuser la déshumanisation et d'être très attentif à la terminologie utilisée dans les médias. Et malheureusement, je le dis encore une fois, notamment en France, parce qu'il y a très peu de pression sur les médias, notamment privés. Le public, il y a quand même des repères et une éthique qui existe, mais je parle de certains médias privés. C'est vraiment extrêmement agressif. Et il y a une idée, je me suis rappelé maintenant, je voulais terminer là-dessus, par rapport au clivage qu'on essaye de nous imposer. Ce clivage n'existe pas.
les manifestations qu'on voit à New York, à Washington, à Paris, à Londres, dans les villes européennes, en Amérique du Sud, en Afrique, en Malaisie, en Indonésie, au Canada, montrent à quel point ce n'est pas vrai qu'il y a juste l'Occident et ses valeurs démocratiques face aux barbares. Non, il y a des gouvernements qui sont complices avec la barbarie et il y a des gens qui partout marchent pour les droits des Palestiniens. Et c'est très important de le mentionner parce qu'on nous noie aussi dans des clivages où on essaye de montrer qu'il y a juste le monde arabe et les musulmans d'un côté, le monde judéo-chrétien ou la tradition démocratique de l'autre. C'est une question civilisationnelle. Non. Notre civilisation, si j'ose me présenter en tant que Français aussi, pas seulement que Libanais, notre civilisation, ce n'est pas Donald Trump. Et ce n'est pas l'extrême droite, et ce n'est pas Bolsonaro du Brésil, et ce n'est pas le fou qui a été élu en Argentine, et ce n'est pas Orban, et ce n'est pas Poutine. Notre civilisation, c'est celle des droits humains, du droit international, de la justice sociale et du combat contre le racisme et l'occupation et toutes sortes de discriminations face au peuple, qu'ils soient des classes sociales, qu'ils soient des personnes dans des territoires occupés, ou qu'ils soient parmi nous, entre nous. Donc je pense que c'est toujours très important de le dire ici, comme dans le monde arabe. Parce que si vous pouvez imaginer la colère et la frustration qui existent chez les Palestiniens ou chez une bonne partie de la planète vis-à-vis des gouvernements occidentaux, ça peut craindre pour la suite des choses une frustration pareille, un sentiment de deux poids, deux mesures, d'indignation à géométrie variable. Il suffit juste de comparer comment on se positionne s'agissant de la guerre en Ukraine, et il faut se positionner contre l'agression russe, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais les mêmes arguments, quand la Russie les utilise, on se révolte quand ils parlent d'avoir visé une école à Mariupol ou un hôpital ici et là, en prétendant qu'il y a des néo-nazis ukrainiens qui s'y cachent. C'est tout de suite la révolte, et tant mieux. Quand les Israéliens évoquent des terroristes sous un hôpital ici ou sous une école là-bas, on essaye tout le temps de les aider, de leur donner plus de temps pour aller trouver la preuve de cela. Et la preuve, dans le cas de l'hôpital de Shifa, ils ont parlé d'un centre de commandement d'une ville sous l'hôpital. En fait, oui, il y a des tunnels. Ehud Barak avait dit sur CNN à Christiane Amanpour qu'il se peut que ce sont des tunnels que les Israéliens avaient eux-mêmes creusés. Il n'était pas sûr. Elle l'a repris, et c'est toujours, la vidéo, elle est toujours là. Il se peut que ce soit des tunnels du Hamas. Il y a aussi une possibilité. Mais de toute façon, ils n'ont pas trouvé une preuve que le tunnel monte dans l'hôpital. Il passe sous l'hôpital. Et il y a des tunnels à Gaza qui sont utilisés pour des raisons militaires, mais aussi pour des raisons d'alimentation. C'est comme ça qu'on essaye de faire entrer les produits via Rafah, qui est le passage égyptien, est toujours fermé. Donc, on donne aux Israéliens tout le temps les arguments pour justifier des violations graves du droit international, et cela rend énormément de gens en colère. Vous savez que l'Égypte subit des pressions du côté américain et occidental pour ouvrir Rafah, non pas pour faire entrer de l'aide humanitaire urgente, mais pour laisser les Palestiniens sortir, encore une fois, pas pour le bien-être de ces Palestiniens bombardés, parce qu'il suffit d'arrêter le bombardement, au lieu de dire que le bombardement va se poursuivre, mais il faut que les Égyptiens ouvrent Rafah. C'est pour changer la démographie de Gaza. Il n'y a pas eu une seule fois dans l'histoire palestinienne contemporaine un déplacement forcé d'une population palestinienne qui s'est soldé plus tard par un retour. Et les Palestiniens le savent, même s'ils veulent sauver leurs enfants, même s'ils sont sous les bombes. Mais l'idée de quitter Gaza veut dire aussi qu'ils ne vont plus pouvoir revenir. Donc il est très important aussi de parler de cette question, parce que la solution, ce n'est pas d'ouvrir Rafah, la solution, c'est d'arrêter le bombardement. Et les gens qui se demandent, oui, mais pourquoi le Liban n'accepte pas de les prendre? Pourquoi la Syrie, l'Égypte, tous ces pays arabes, ils ne veulent pas les prendre, juste Israël? Non, il faut arrêter le bombardement. C'est ça la question, c'est pas qui va les prendre, comme s'ils sont des gens à transporter dans des valises et à mettre ici et là. Et ça, c'est encore une fois une déshumanisation
des Palestiniens et une non-reconnaissance de leur existence en tant que peuple. Et un crime de guerre, parce que le déplacement forcé des populations est un crime de guerre. Il peut être même un crime contre l'humanité, parce que c'est un nettoyage ethnique. Je vous remercie pour votre patience et votre attention. Parler plus longtemps que prévu, désolé. Je voulais peut-être montrer quelques cartes, mais on peut commencer à échanger ou à exprimer un désaccord, un accord, ce que vous voulez. J'avais cru comprendre que c'était une conférence sur les origines du conflit. Ben, je pense qu'on les connaît, non? Quelque chose qui déboucherait sur une accusation de génocide forcé. Les origines, ça remonte un petit peu avant la déclaration Balfour. Non? Ça dépend de comment vous définissez les origines. Ça vient de très loin, vous connaissez il y a 3 religions du livre. Moi, je ne suis pas dans le monde divin. Je parle du droit international non, et le droit divin et les promesses divines ne me concernent pas. Non, mais je veux dire, il y a eu une population juive, il faut bien prononcer le nom, juif. Oui, oui. Il y a eu juive. Il y a eu dans tous les pays du monde plusieurs populations, parce que les civilisations, ce sont des accumulations de mouvements de population, de métissage. Ça serait pas mal de le mentionner, c'eût été pas mal de le mentionner. Monsieur, non, mais c'est-à-dire, si vous voulez que je mentionne qu'il y a 4000 ans, il y avait, oui, il y a eu partout, avant les 4000 ans, il y a eu aussi les peuples sémites qui étaient entre le Liban et la Palestine, des peuples canaanites, si vous voulez, mais il y a des couches dans l'histoire humaine, des civilisations, du métissage. Je ne pense pas qu'il y a une race pure, où il y a un peuple pur, et je ne suis pas concerné par les promesses divines, je suis concerné par les droits humains et par la dignité humaine. Après, si vous voulez revenir à cela, on peut, mais je ne pense pas que... Oui, non, mais je ne pense pas que d'ailleurs... compris que ça faisait partie de celle-là. Non, mais cher monsieur, moi je ne pense pas que le fait qu'il y a eu, il y a 4000 ans, un royaume juif ou plus tard un empire musulman, justifie ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'ils sont déconnectés comme question. Là, si vous voulez, l'origine historique du problème ne va pas du tout à cette date-là. Il va au 19e siècle et à l'antisémitisme européen, chrétien, face aux juifs ashkénazes européens, en Europe centrale et en Europe de l'Est, notamment en Russie. C'est là où le mouvement sioniste est né. Il n'avait pas au début la Palestine comme la destination préférée. Il a évoqué l'Ouganda, on a évoqué plusieurs cas, avant de considérer la Palestine comme terre promise. Et c'est suite au colonialisme européen de la région que la déclaration de Balfour a eu lieu, et c'est suite à l'Holocauste et à la barbarie européenne contre les Juifs que la question de la culpabilité va pousser certains à faciliter la création de l'État d'Israël sur la terre des Palestiniens et sur les maisons des Palestiniens. Après, encore une fois, les choses se développent. Israël existe aujourd'hui comme pays, reconnu par la quasi-totalité des États du monde. C'est un membre des Nations Unies. Il a la puissance nucléaire. Son existence en telle n'est pas menacée. Ce qui peut menacer son existence, c'est cette accumulation de guerre et de violence et d'occupation et de colonisation. Et si vous voulez, mon avis, aujourd'hui, la solution à 2 États n'est plus possible, sauf si les Israéliens acceptent de retirer 700 000 colons des territoires occupés, sauf s'ils acceptent de finir avec le mur de séparation, avec les autoroutes d'apartheid. La solution qui va se poser avec le temps et qui revient de plus en plus parmi les démocrates, c'est un État démocratique, laïque, sur toute cette terre, pour les juifs, les musulmans, les chrétiens, les athées, les extraterrestres, tout ce que vous voulez, mais ça ne peut pas rester dans la configuration actuelle. Est-ce que cela est possible aujourd'hui? Peut-être pas. Est-ce qu'une nouvelle génération va porter des projets progressistes pour en finir avec les clivages actuels? Peut-être. Et je pense que chacun et chacune de nous peut essayer, en tout cas, de convaincre autant que possible. Et je remercie le conférencier d'avoir remis en place aussi une idée
qui a circulé, qui a fait beaucoup de mal aux Palestiniens, selon laquelle ils auraient fui. Peut-être que certains ont fui de peur, parce qu'il y a effectivement la peur. Mais beaucoup ont été chassés. Mes parents ont été chassés au moment de la deuxième vague d'expulsion de Haïfa, où aujourd'hui on a toujours des communautés différentes qui vivent. Mais là, ils ont été chassés. Alors vous direz, mais comment ils ont été chassés? Par qui? Eh bien, un soir, on est venu leur dire, ben, finalement, il va y avoir des combats dans votre quartier. Il va falloir que vous mettiez, qu'on mette à l'abri les enfants de moins de 18 ans. Donc on va s'en charger, et puis on va venir vous donner des armes pour que vous puissiez vous défendre. Donc on mettait les communautés les unes contre les autres, on disait aux chrétiens que les musulmans allaient venir les combattre, etc. Enfin, c'était un espèce de micmac pas possible, les gens ne comprenaient rien à ce qui se passait, à part qu'il y avait tout un tas de personnes qui venaient de l'étranger, qui débarquaient, et auxquelles il fallait trouver des maisons. Donc ils se sentaient en danger quand même. Les enfants ont été pris de force au milieu de la nuit, quasiment de force. Ils ont été pris, soi-disant, pour les mettre dans un lieu à l'abri dans le quartier. Et en fait, le lendemain matin, les forces armées sont revenues voir les gens en leur disant, ben, en fait, vos enfants sont sur le rivage au Liban. Et on ne peut pas les ramener. Donc il vaut mieux que vous y alliez, parce que sinon, ils vont être tout seuls, ils n'ont rien, voilà, rien ni personne. Donc forcément, ils ont été, mais ne vous inquiétez pas, vous allez revenir. Évidemment, ils n'ont plus pu revenir. Tout à l'heure, je n'ai pas entendu la question du monsieur, donc j'ai peur que ce que j'ai dit reprenne ce qu'il a dit. Donc, je veux dire que j'ai été très choqué que vous employiez le mot génocidaire par rapport à ce que Israël commet au niveau de la bande de Gaza. 6 millions de juifs ont été gazés, ont été exterminés par Israël est un État criminel. Ça, il doit être combattu de toutes les façons. Il faut absolument que la paix soit établie à Gaza. Ce que commet Israël est totalement ignoble. Ils détruisent les habitations, ils détruisent les gens. Mais on ne peut pas parler actuellement de génocide. Il y a 20 000 morts sur 2 millions de personnes. Je veux dire, en Europe, c'est 6 millions. Les Arméniens, c'est 1 500 000 morts. Qu'Israël veut se débarrasser des Palestiniens et les chasser, c'est tout à fait possible. Mais on ne peut pas employer le terme génocide dans toutes les situations, c'est pas possible. Sinon, ce terme perd de son sens. Ce que fait Israël doit être condamné. Les gens peuvent passer devant des tribunaux, j'en suis tout à fait d'accord. Mais on ne peut pas parler de génocide. D'accord. Moi, je voudrais aussi dénoncer quand même les islamistes, parce que c'est quand même des terroristes islamistes qui n'ont rien à voir avec la résistance palestinienne, parce que leur but c'est d'établir un État islamiste, c'est pas de libérer les Palestiniens. Et on sait ce que c'est qu'un État islamiste. C'est l'Afghanistan, c'est l'Iran. Et là on peut se demander, il n'y a pas des génocides des femmes dans ces États? On a vu le comportement des islamistes en France. Je respecte ce que vous avez dit et je vous invite juste à lire les historiens de l'Holocauste qui évoquent de plus en plus aux États-Unis comme en Israël leur refus de l'instrumentalisation de l'Holocauste dans les comparaisons et qui évoquent eux-mêmes la question du génocide. Je parle de M. Segal qui a écrit dans un magazine juif américain un article qui s'intitule It's a textbook of genocide. C'est un cas d'étude de génocide. C'est ce qu'a dit plusieurs juristes au sein des Nations Unies, dont le monsieur qui a démissionné, Greg Mukhaiber. Vous pouvez aller sur le site Democracy Now! Aux États-Unis qui l'a interviewé à maintes reprises. Il y a de plus en plus de juristes qui l'évoquent. Et hier, je vous invite vraiment à lire le rapport de la Fédération internationale des droits humains qui explique et justifie pourquoi ce terme est utilisé, parce que ce n'est pas seulement le nombre des victimes. Je comprends, la comparaison avec des millions ne se fait pas, c'est pas ça la question. La question, c'est dans la définition du génocide, dans la Convention pour la prévention du génocide, on dit la destruction d'un groupe ou d'une partie d'un groupe. Or, quand on coupe l'eau, quand on détruit les hôpitaux, quand on détruit l'infrastructure, quand on coupe l'électricité, quand on empêche le carburant,
quand on ferme d'une manière extrêmement brutale une zone, un territoire, ne pas permettant à la nourriture d'y aller, quand l'eau n'est plus potable, et en plus il y a les bombardements qui n'arrêtent pas avec des armes extrêmement puissantes et destructrices, et quand on tue 18 000 personnes, et contrairement à ce qui est dit que le chiffre, c'est le ministère du Hamas, il est gonflé, la plupart des humanitaires considèrent qu'il y a plus de morts, même les militaires commencent à le dire, parce qu'il y a 7000 probablement disparus sous les ruines. N'oubliez pas que dans les cas de guerre, ce ne sont pas seulement ceux qui sont bombardés qui meurent. Il y a tous ceux qui ont des maladies chroniques, qui n'ont plus de place dans les hôpitaux. Il y a les bébés qui peuvent mourir parce qu'il n'y a plus de vaccination. Et il y a le manque de tout ce qui est nécessaire pour une vie. Donc la destruction de ce qui rend la vue possible fait partie de la définition du génocide, et il y a tous les moyens de l'exécuter, d'où l'idée de commencer à utiliser ce terme, et vraiment je vous invite à lire la littérature sur ce sujet. S'agissant du projet politique des islamistes, on peut être tout à fait d'accord que ce n'est pas le projet politique que peut-être souhaite la majorité des Palestiniens, ce n'est pas notre projet politique, que le Hamas, dans son contrôle de Gaza, ne pratique aucune démocratie, mais je préfère ne pas faire des comparaisons, et je me permets de dire des raccourcis avec ceux qui sont venus tuer des gens au Bataclan ou ailleurs. Ce n'est pas la même chose. Hamas n'a jamais opéré au-delà de la géographie du conflit israélo-palestinien. Ils ne sont pas dans la logique du djihad international comme les criminels que vous avez évoqués, c'est-à-dire Daesh, Al-Qaïda, etc., où là-bas, la question n'a rien à voir avec les territorialités ou les temporalités des conflits. Ils sont en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye, ils viennent attaquer en Europe, il y a eu le 11 septembre. Ça, c'est une autre logique, et ça, c'est une autre caractéristique de ces mouvements-là. Le Hamas s'inscrit dans une mouvance islamiste nationale. On peut encore une fois être opposé à son idéologie, à son projet de société, à beaucoup de ses pratiques. On peut condamner l'attaque du 7 octobre s'agissant des civils israéliens qui ont été visés et tués et pris en otage. Tout cela est légitime et fait partie du droit international. On ne doit pas non plus le nier. Mais de faire une comparaison, comme ça a été fait par certains médias et par les Israéliens, entre Hamas et le Daesh, ce n'est pas vrai. Scientifiquement, ce n'est pas vrai. Ils n'ont même pas les mêmes repères idéologiques s'agissant de l'islam. Et en plus, l'idée de faire ce raccourci veut aussi dire que la plupart des islamistes sont les mêmes. Ça devient un peu dangereux parce que il peut y avoir dans certaines sociétés des islamistes qui, malheureusement, peut-être ont une légitimité. Si on considère qu'il faut les éradiquer, certains d'entre eux peuvent vous dire aussi qu'au niveau de la société israélienne, l'extrême droite qui est fasciste et qui est aussi criminelle que certains islamistes, si vous voulez, elle a pas mal de soutien social et populaire. Il y a des gens qui manifestent en Israël en disant « un bon arabe, c'est un arabe mort ». Et ce ne sont pas 15 ou 20 personnes. Ils ont une base électorale qui a des députés, qui a des ministres dans le gouvernement. Il y a des gens qui disent que les Palestiniens sont des serpents, et les serpents, on coupe leur tête. Ça, c'est des rabbins qui le disent et des responsables politiques. Ce n'est pas des gens anodins. Donc, moi, je peux, sans justifier, évidemment, je peux contextualiser tout cela dans un contexte de haine, dans un contexte d'ignorance, de projets parfois qui peuvent mener à des logiciels de lutte existentielle, sans évidemment accepter ou justifier toute déclaration de haine ou de volonté de détruire l'autre. Mais je préfère ne pas rentrer dans les comparaisons, parce que entre les salafistes djihadistes et les frères musulmans, il y a beaucoup de différences. Les frères musulmans eux-mêmes ne sont pas tous de la même manière. Il y a en France un fantasme sur les frères musulmans qui ressemble à un certain fantasme dans le temps des années 30 sur les juifs. Ils sont partout, ils sont derrière tout, ils se cachent, ils se camouflent, qu'est-ce qu'ils veulent? Ça, c'est pas tout à fait scientifique. Et on peut en même temps comprendre les craintes et les peurs et les crispations, qu'elles soient identitaires ou religieuses ou autres, mais sans rentrer dedans ou les justifier.
J'ai 3 questions, j'ai 3 choses. Alors, si vous pouvez m'éclairer. La première, c'est ça fait des décennies qu'on détruit, qu'Israël détruit les infrastructures, les écoles. Et moi, je voudrais savoir si j'ai le droit, moi, en tant qu'association, et d'autres associations comme moi, et on en a parlé en CA, est-ce qu'on peut porter plainte contre Israël ou est-ce qu'on peut porter plainte parce que c'est quand même trop facile, on construit et ils détruisent. Donc ça, c'est une première question. On aimerait savoir où est-ce qu'on peut porter plainte, parce que l'adduction d'eau dans les écoles, là, notre projet, eh ben, les écoles sont détruites, forcément, et le projet n'était même pas terminé, il démarrait. Enfin, je te laisse... Et après, c'est, bon, une terre sans peuple. Il y a toujours eu un peuple, et j'insiste sur le mot palestinien, qu'on veut balayer et appeler arabe, c'est terrible. Moi, je trouve ça vraiment terrifiant. Et puis, après, c'est une clé en héritage. Moi, ça fait des décennies, et vous verrez, j'ai fait plein de photos, donc j'ai eu la chance d'aller à Gaza et à Jérusalem. Et vous voyez des clés peintes, des petites clés, des grandes clés, et des générations au Liban, des réfugiés qui ont donné, qui sont partis avec la clé, c'était des camps qui sont devenus des petites villes en dur. Les routes, c'est des petits couloirs, c'est-à-dire que là où il y avait des tentes, on a mis des parpaings et du ciment. C'est toujours comme ça. Et ils ont donné à leurs enfants une clé et l'espoir de retourner. Il faut savoir qu'au Liban, c'est compliqué et que les Palestiniens n'ont pas les mêmes droits que les Libanais. Ils ne peuvent pas travailler, ils peuvent les études, enfin, il y a plein de choses que ce n'est pas possible. Quand j'entends parler de retour dans les pays, mais ce n'est pas possible. Et enfin bon, voilà. Donc, très rapidement, pour confirmer ce que vous avez dit à la fin, moi je parlais du cas de Gaza, mais si vous voulez parler aussi du cas des réfugiés palestiniens en général, que ce soit au Liban ou en Syrie, ils subissent énormément de discrimination, surtout au Liban, où ils n'ont pas le droit de travailler dans 72 métiers, où ils n'ont pas le droit d'élargir la construction au niveau des camps, où il peut y avoir beaucoup de discrimination, voire de racisme envers eux. En Syrie, comme les Syriens, ils sont souvent opprimés par le régime et ils n'ont pas non plus leurs droits politiques. Donc les régimes arabes sont responsables de beaucoup de malheurs par rapport à leur population comme par rapport aux réfugiés palestiniens. Mais l'origine de la question de ces réfugiés-là, c'est la question du droit de retour et de ces clés qui sont à la fois symboliques, mais en même temps des outils de mémoire extrêmement puissantes et importantes, parce que c'est le droit de retour un jour et parce que cette clé est le clé d'une terre promise dans un sens. La deuxième chose, on peut porter plainte, oui. Il peut y avoir des plaintes, il faut voir des juristes, parce que si vous savez que une bonne partie des institutions palestiniennes détruites sont financées ont été financées par l'Union européenne, que ce soit l'aéroport à Gaza, que ce soit certaines écoles, certains hôpitaux. Bethléem, exactement. Il y a eu plein de destructions d'institutions et de bâtiments et d'infrastructures financées par l'Union européenne, donc par les Européens. Et en plus, beaucoup d'organisations européennes et internationales ont leurs institutions et leurs infrastructures bombardées et détruites à Gaza maintenant. N'en parlons pas de leur personnel qui est tué dans ces bombardements-là. Il peut y avoir, il faut voir des juristes, mais même sur le site de la CPI, de la Cour pénale internationale, sur le site de la CPI, et suite à une plainte qui a été déposée par 5 États, l'Afrique du Sud, la Bolivie, le Bangladesh, les îles Comores et le Djibouti. Ces 5 pays ont demandé à Karim Khan, qui est le procureur général, d'enquêter sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide en Palestine, dans les territoires. Et en plus, si jamais il enquête, il va enquêter également l'attaque du 7 octobre. Il est obligé parce que c'est dans la même géographie. Donc, sur le site
du CPI, il y a des liens pour déposer, non pas des plaintes parce que ce sont des États, mais des témoignages et des informations sur les violations qui ont eu lieu. Et il faut le faire. Mais en même temps, il faut voir des juristes pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire en France vis-à-vis de la question. On va le faire. Ouais. Il y a une association de femmes palestiniennes et israéliennes. Où est-ce qu'elles en sont dans le travail? Oui, il y a beaucoup d'initiatives et d'organisations entre des femmes palestiniennes et israéliennes pour la paix. Il y a eu des événements contre le mur de séparation dans le temps. Il y a dans plusieurs capitales aussi des initiatives pareilles, y compris entre musulmans, chrétiens et juifs, ou non pratiquants, ou laïcs, athées, etc. Mais malheureusement, avec la violence actuelle, tout cela a reculé et il n'est plus question aujourd'hui de... Bien que c'est très important, mais la question du cessez-le-feu a pris le dessus. Et si vous avez suivi ce qui se passe aux États-Unis, c'est très important. C'est la première fois que l'organisation Jewish Voice for Peace, la voix juive pour la paix, a organisé énormément de manifestations pour un cessez-le-feu, pour une reconnaissance mutuelle, pour l'égalité entre Palestiniens et Israéliens. Donc il y a des initiatives qui vont dans ce sens-là, et il faut évidemment les soutenir et les appuyer, tout en restant clair à la fois contre la déshumanisation des Palestiniens et contre l'antisémitisme, qui peut aussi être instrumentalisé et utilisé par des antisémites, vu le contexte actuel. Donc il faut garder les bonnes boussoles et repères éthiques, politiques et juridiques dans tout ce qui se passe. Et certainement, il y a des initiatives importantes pour la paix à soutenir. Oui, justement, j'allais intervenir un peu dans le prolongement de ce qui vient d'être dit. Vous en avez parlé de toute façon. Il y a effectivement les responsabilités des hommes politiques, mais il y a aussi les peuples qui réagissent. Hein, on en a énuméré un certain nombre. Donc, c'était juste pour une information. Donc, à Bourges, il y a un collectif qui s'est constitué. On appelle à un 9e rassemblement, peut-être suivi d'une manifestation, je ne sais pas encore, puisqu'on a commencé déjà il y a quelques semaines. On en est à notre 9e rassemblement, tous les samedis à 14h30 sur une des places de Bourges, devant l'ancienne maison de la culture. Et donc, on a repris les textes du collectif national pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Donc, on se base sur ce texte. Et évidemment, les slogans qui reviennent, c'est le feu immédiat et durablement. Justice pour les Palestiniens. Oui, enfin, des slogans, il y en a quand même un certain nombre, mais c'est ce qui revient d'abord, c'est ça, quoi, avant tout. Moi, j'aurais une petite question, parce que comme on le sait tous, quelle que soit la guerre, quel que soit l'endroit, l'argent est le nerf de la guerre. Est-ce qu'on a une idée combien que ça coûte une journée de guerre, comme elle est en train de mener en ce moment l'État d'Israël? Alors pourquoi cette question? Juste sur la route là, pour venir à cette conférence, j'écoutais la radio, j'entends que les États-Unis d'Amérique qui commencent un petit peu à changer leur position vis-à-vis de ce qui est en train de se passer à Gaza et ces bombardements aveugles. Et Biden, pas forcément un ami, mais peu importe, est en train de changer de position et de durcir le ton. C'est peut-être du cinéma après tout, mais durcir le ton avec Netanyahou et le gouvernement israélien. Et en même temps, donc c'est des sources américaines, ce qui a été dit à la radio, qui a à peu près 45% des missiles air-sol qui sont lancés sur Gaza manquent de précision parce que c'est d'une ancienne génération de missiles qui n'est pas téléguidée comme ils disent. Et donc, la question, je ne sais pas si vous avez la réponse, c'est combien coûterait une journée de bombardement à l'État d'Israël, et si réellement les États-Unis d'Amérique arrêtent de
financer ou armer Israël, combien de jours on peut estimer qu'il faut pour que cette guerre s'arrête tout simplement? Alors, pour combien ça coûte chaque jour, honnêtement, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des milliards de dollars qui ont été avancés par les États-Unis pour soutenir l'effort de guerre israélien. Et je sais, par rapport à la deuxième partie de la question, tout à fait d'accord que de plus en plus, il y a des divergences entre la Maison-Blanche et Netanyahou et son gouvernement. D'ailleurs, cela a commencé par aussi des divergences au sein du ministère des Affaires étrangères américaine, où il y a des démissions. Et il y a un monsieur qui a démissionné, qui parle régulièrement du fait qu'il y a des accords comme quoi, quand on envoie des armes, il faut certaines conditions, et que cette fois, on n'est même pas passé par l'examen des conditions, bien qu'il n'est pas toujours respecté. Mais ça a été, même sans les formalités, si vous voulez, on a envoyé les armes. Les Américains, maintenant, évoquent la nécessité de commencer à penser politiquement à la fin de l'année. Il paraît que le gouvernement israélien a demandé que ça soit fin janvier. Donc ils maintiennent les bombardements et la pression militaire jusqu'à fin janvier, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils commencent à évoquer quelques négociations politiques. Les idées qui sont avancées sont surtout sur qui va gérer le centre et le nord de Gaza. Certains évoquent la nécessité de renforcer l'autorité palestinienne pour qu'elle puisse s'imposer là-bas. L'autorité dit que c'est un piège, et de toute façon, ils n'ont pas ni les moyens, avec toute la destruction et les bombardements qui ont eu lieu. Donc, ce n'est pas tout à fait raisonnable. Il y a une idée d'une force de maintien de l'ordre qui peut être arabe ou internationale. Ça n'a pas été non plus approuvé pour le moment. Mais les Américains disent que les Israéliens doivent quitter la bande de Gaza, ne doivent pas rester. Et certains ont évoqué une surprise du côté de l'administration Biden, comme quoi ils sont surpris par l'absence de perspective politique chez les Israéliens après la guerre. Sullivan a dit qu'il était choqué et qu'il n'y a aucune proposition concrète politiquement sur qu'est-ce qu'on fait après qu'on détruise et qu'on fasse tout ce qu'il y a. Donc, ce n'est pas tout à fait clair. Il y a quelques idées européennes, mais malheureusement sans poids pour le moment. Et puis, il y a une idée qui revient sur une confédération, sur le fait qu'on peut faire un petit échange de territoire entre colonies et terres palestiniennes, pour après être dans une configuration qui ressemble à la Bosnie. Il y a, si vous lisez certains sites américains, ils commencent comme ça à tester quelques idées, mais tout cela est aujourd'hui n'est pas concret et c'est tôt, et il faut juste un cessez-le-feu pour pouvoir redémarrer. Et il y a des acteurs dans la région, on n'a pas parlé de cela peut-être, Qatar, l'Égypte, l'Iran, qui jouent un rôle important, l'Iran en soutenant le Hamas militairement parlant, Qatar en soutenant son aile politique et en l'accueillant et l'hébergeant à Doha, et qui joue le rôle de médiateur s'agissant des otages et des pourparlers pour des trêves humanitaires. Et puis l'Égypte par rapport à Rafah et à toute cette question de ce que les Israéliens proposaient d'avoir des camps dans le désert du Sinaï où les Palestiniens chassés de leurs terres peuvent être hébergés temporairement. Donc pour le moment, vraiment rien n'est clair. Il y a un flou total, mais il y a une absence du politique, et ça c'est extrêmement dangereux. Parce que si on pense juste à bombarder, et après, disons que ça s'arrête sans aucune avancée politique, dans 2 ans, on aura des scénarios pareils. On l'a déjà vu, c'est-à-dire, c'est pas qu'on est dans des hypothèses, on est dans du vécu. 2008, 2009, 2012, 2014, 2021, et après, 2023. Et donc, il faut à un moment pouvoir penser. Et la responsabilité européenne est très importante, mais malheureusement, l'Europe ne joue pas son rôle. Il y a eu des positions courageuses du côté espagnol, irlandais, belge, écossais, mais pour le reste, c'est soit un silence, soit quelques déclarations
où maintenant, après 18 000 morts, on dit toujours « Ah, mais Israël doit respecter le droit international ». Mais ça fait 2 mois que cette guerre a commencé, n'en parlons pas des guerres précédentes. Donc, quelque chose ne va pas dans la santé politique de nos sociétés et de ce monde, malheureusement. Je pense que notre ami... Ah, pardon. Oui, oui. Tout à l'heure. Bon, moi, je voyais 2 questions. La première portant sur l'opportunité de cette intervention, ce passage à l'acte et sur son mode opératoire du Hamas le 5 octobre. Et la deuxième question, c'est, bon, actuellement, il y a une campagne qui est menée, Stop Arming Israël. Oui. Bon, devant les grandes entreprises françaises comme Thales, Safran et autres, qui produisent des armes de guerre destinées à Israël. Okay. Est-ce que c'est possible? Et si c'était possible, est-ce que d'abord vous pensez que c'est une campagne qu'il faut faire, qu'il faut mener? Moi, je ne suis pas convaincu d'une théorie qui peut être un peu une théorie de complot, comme quoi les Iraniens ou les Russes sont derrière le 7 octobre. Certainement, le Hamas, et ce n'est pas un secret, il est armé par l'Iran. Sa branche militaire, elle est très proche des Iraniens. Le Hamas a connu plusieurs mutations, si vous voulez, puisque en 2011, il s'est positionné avec les révolutions arabes et son chef a quitté Damas. Et juste pour ceux qui ne le savent pas, le camp palestinien de Yarmouk a été protégé par des combattants affiliés au Hamas contre le régime et puis contre Daesh, et ils se sont fait massacrer par le régime et par Daesh. Puis il y a une réconciliation que l'Iran a opérée entre Hamas et Hezbollah surtout, et entre Hamas et le régime syrien, sans qu'elle soit une normalisation, disons, très chaleureuse. Ce qui fait que la direction politique du Hamas est restée au Qatar, du côté de Doha, et les chefs militaires du Hamas qui sont à Gaza sont probablement en contact direct avec les Iraniens. Pourquoi le 7 octobre? Est-ce que ça aurait pu être le 15 octobre, le mi-septembre? Il y a des questions logistiques, je pense. Il y a certainement du côté israélien un scandale sécuritaire. Le gouvernement actuel est tellement obsédé par la colonisation en Cisjordanie que ses troupes sont là-bas pour protéger les colons plutôt que d'être du côté de la frontière de Gaza. Certains témoignages du côté du Hamas disent qu'ils ont été surpris par leur propre opération militaire et par le fait qu'ils n'ont pas subi une résistance militaire du côté israélien assez importante. Donc, je ne sais pas si aussi le contexte, le fait que c'est pour interrompre des normalisations entre les Saoudiens et les Israéliens, l'Iran a choisi le timing. Il y a plein de paramètres, mais personnellement, je n'adhère pas à le paramètre qui considère qu'il y a un complot cherchant à briser certaines, disons, dynamiques dans la région. Parce qu'il y a aussi l'info comme quoi les Égyptiens ont prévenu Benjamin Netanyahou que le Hamas prépare une opération de grande ampleur et qu'il n'a pas pris ça au sérieux. Et quand l'opération a eu lieu, la plupart des forces spéciales étaient côté Cisjordanie, en plus de toute la mobilisation à l'intérieur d'Israël face à la mobilisation d'une partie de la société qui refuse ce qu'il appelle ces réformes juridiques. Donc il y a plusieurs choses, mais je pense aussi qu'il y a une volonté du Hamas de montrer qu'il est maintenant le seul acteur légitime du côté palestinien, de montrer une certaine puissance militaire, parce qu'il y a quelque chose de spectaculaire dans l'opération, tout en la filmant également. Donc il y a plusieurs considérations, je ne sais pas comment les hiérarchiser, ou quel paramètre est plus important que l'autre. Et pour la deuxième, c'est à vous de voir dans la région ce qui est possible, mais toute initiative, à mon avis, citoyenne qui met de la pression sur les fournisseurs d'armes ou sur les gouvernements qui restent silencieux, hésitants, complices, est importante. À vous de voir. Vous connaissez mieux que moi, évidemment, le terrain et les rapports de force dans la région. Alors, juste pour la question de la solution à 2 États, j'avais préparé quand je parle de la colonisation, par exemple,
comment on peut imaginer un État avec une carte pareille où tout ce qui est marron foncé, c'est le contrôle israélien dans la Cisjordanie. C'est pas l'inverse. Les îles ou cet archipel du côté cette couleur-là, c'est les territoires palestiniens qui restent. Il n'y a même pas une continuité territoriale. Pourquoi? Parce qu'il y a les autoroutes qu'on évoquait, il y a les colonies qui sont partout, il y a les checkpoints, et puis il y a tout ce qui est zone Jérusalem-Est, cette zone-là, de la Cisjordanie, pour ne pas permettre aucun contact territorial ou même démographique. Oui, ce qu'on voit dans cette couleur. Et ça, c'est le Jourdain, donc la frontière avec la Jordanie. Il n'y a que Jéricho qui est laissé aux Palestiniens. Tout le reste, c'est sous contrôle militaire israélien et avec des colonies partout. Donc, c'est pour ça que je pense, comme vous, que pour le moment, si on ne reconsidère pas que cette carte doit être modifiée sérieusement et que l'occupation militaire doit cesser, mais avec elle, la colonisation et la confiscation des terres, il n'y a pas de solution à deux États. C'est quoi cet État où on ne peut pas aller de Nablus à Ramallah sans passer par une dizaine de checkpoints et sans contourner des colonies où on n'a pas le droit de circuler autour parce que les autoroutes sont réservées aux colons. C'est impossible. L'accès à Jérusalem est impossible. Les Palestiniens de Jérusalem n'ont pas la nationalité, n'ont pas le passeport israélien. Ils sont considérés des résidents de la ville et on peut, dans certains cas, leur retirer la résidence. S'ils quittent, s'ils sont binationaux, il y a pas mal de conditions qui rendent leur vie aussi difficile et risquée par rapport à leur appartenance à l'ancienne ville. Donc c'est extrêmement difficile. Hébron, je ne sais pas si vous connaissez un peu la situation à Hébron, puisqu'elle a été décrite à maintes reprises, les colons et l'armée qui les protègent par rapport à la surface qu'ils occupent, par rapport à la ville qui est très peuplée côté palestinien. Donc avec ça et avec les cartes qui montrent le changement qui a eu lieu d'une manière territoriale, on voit que la solution à deux États qui reste, selon le droit international, la solution négociée et le processus de paix cherché je ne veux pas dire à l'imposer, mais à la faire respecter, ça devient de plus en plus difficile. C'est presque impossible. C'est pour ça que soit on passe à une idée confédérale, soit à l'idée d'un seul État démocratique, laïque, où les juifs, les musulmans et les chrétiens peuvent vivre ensemble en tant que citoyens et citoyennes égaux, soit on va rester dans une situation comme celle-là, c'est-à-dire un système d'apartheid ici, un État là qui ne va pas avoir la sécurité qu'il cherche toujours à évoquer, et des gens là qui sont régulièrement bombardés et qui restent assiégés. Et comment on fait avec? Ça va continuer à alimenter les haines, la colère, la violence, et on n'aura pas de solution. D'où l'importance de penser à la solution démocratique d'un État, qui d'ailleurs n'est pas nouvelle, elle a longtemps existé. Dans les années 40 même, elle a été évoquée par certains Palestiniens. Elle a été évoquée par Fatah et l'OLP en 1970. Elle a été évoquée en 1974. Elle a été évoquée par des intellectuels comme Edouard Saïd dans les années 90. On l'a évoquée à plusieurs reprises et il y avait du côté israélien des gens aussi qui l'évoquaient. Mais aujourd'hui, ça devient minoritaire et avec la violence actuelle, évidemment, on apparaît comme des rêveurs quand on en parle. Mais techniquement, avec la situation de la Cisjordanie et avec les possibles budgets pour coloniser davantage cette terre-là, ça va être extrêmement difficile de penser à la solution à deux États. Juste pour dire que, en fait, quand vous dites qu'il y a des Israéliens aussi qui y pensent, moi j'ai travaillé, avant j'étais députée, et j'ai travaillé avec un monsieur que je respecte beaucoup, qui s'appelle Abraham Burke, et qui a été président d'Israël à un moment donné. Et j'ai travaillé avec lui, parce qu'un jour il m'a contacté, il m'a dit, mais Nadia, vous parlez d'une solution à un État, c'est très rare en France.
Je dis oui, moi c'est ça, parce qu'aujourd'hui je crois plus à la solution à 2 États, c'est pas possible vu la configuration du terrain. Et je pense que ce sont des peuples cousins qui pourraient vivre ensemble, qui vivaient ensemble avant. Peut-être que la responsabilité des pays dans le monde, ce serait de les pousser à cela. Peut-être. Après, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution, mais en tout cas, peut-être que de la mettre en avant, c'est une forme de provocation aussi pour leur dire, écoutez, il faut trouver une solution. Si la solution à 2 États, il ne faut pas que ça soit une espèce de chimère vers laquelle on court, mais qu'on n'atteindra jamais. Et on a travaillé ensemble pendant 2 jours à l'Assemblée, et ensuite il a porté cette proposition à l'Union européenne. Et je me rappelle que ça n'avait pas été très choquant, en fait, dans la réception, en tout cas. C'est assez nouveau quand même ici, mais en Angleterre, par exemple... Ça c'est vrai, oui. Là, ça montre un peu aussi, ça c'est le journal Le Monde qui avait fait cela, pour montrer les barrières sécuritaires et pour montrer aussi le blocus s'agissant de la mer et les zones où les Palestiniens peuvent pêcher, bien que ça doit être toute cette zone-là qui est la zone de l'eau ou de la mer. Donc on réduit au maximum la possibilité de pouvoir respirer un peu ou de pouvoir pêcher, de pouvoir sortir de Gaza. Évidemment, ça devient, avec toutes ces mesures et toutes ces constructions, ce qui a été qualifié de prison à ciel ouvert. Une zone extrêmement polluée due au manque d'un... En plus, la pollution, là, on va voir après cette guerre, tout le matériel qui a été utilisé et ce qui va rester dans la terre. Et n'en parlons pas dans les conflits, on oublie souvent le stress, les maladies, les questions de cœur, d'asthme, de respiration, de cancer. Il va y avoir énormément de conséquences. Même les traumas des familles entières qui ont été décimées, des enfants qui ont perdu les leurs, le départ forcé des populations sous bombardement, ceux qui se perdent sur le chemin. Donc la question traumatique aussi d'après va être une question très importante et malheureusement on n'en parle pas souvent non plus. Donc plein de questions sur lesquelles les sociétés civiles peuvent travailler. Il doit y avoir plus tard peut-être des psychologues, des psychiatres qui doivent être des volontaires pour aller faire des séances. Il doit y avoir un travail aussi de documentation de tout ce qui s'est passé, autre que toute l'aide économique et humanitaire qui est nécessaire, mais qui ne suffira pas s'il n'y a pas une volonté politique de changer et d'imposer premièrement un cessez-le-feu et après un processus politique, non pas pour négocier comme ça a été le cas pendant un moment, mais négocier pour trouver des solutions. Et les solutions, ça peut être créatif par rapport à un État, ça peut être l'idée d'une confédération, ça peut être les deux États, mais en changeant toute la donne des colons et de la colonisation. Donc il y a des possibilités. On n'est pas condamné non plus à juste rester dans ce cercle vicieux, mais il faut une volonté. C'est tout ce que je souhaite dire à la fin. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre patience. Et si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, mais à force de parler, on peut arriver à